Je me sens facilement à l'aise dans les vieilles voitures un peu sales. C'est là que j'ai parlé à Johanna pour la première fois. Elle et son compagnon, Samuel, nous avaient pris en stop et nous emmenaient à Digne-les-Bains. J'avais obtenu qu'elle nous livre sa profession. Le marché, le samedi, et le reste du temps, romancière. En rentrant, j'ai fait quelques recherches et j'ai compris que son deuxième livre, Carpe Noctem, se passait dans la montagne, dans les Alpes de Haute-Provence, et mettait en scène un groupe d'inspiration anarchiste. Carpe Noctem est un livre plutôt trapu, imposant, la couverture sobre où ne figure qu'un cercle écarlate. Il forme un tracé précipité, manuscrit, efficace et violent. Un mystérieux dessin de sang encore chaud sur fond noir. Mais sur la première page blanche du livre, il y a une dédicace à l'encre et au feutre, d'une belle écriture ronde et régulière qui accompagne une grande plume dessinée avec soin. Toujours du rouge et du noir, mais cette fois, ça me rappelle la chaleur des amis d'enfance, les cartes postales et les mots affectueux dans les agendas d'école. Prochain arrêt, la Javie, village. Après l'avoir lu, j'ai eu envie de retourner la voir et discuter de plein de sujets avec elle. J'étais contente et surprise qu'elle accepte. Et ça nous a amené à faire une longue balade près des lieux de l'action et à enregistrer plus de 4 heures de conversation sous la pluie. On a parlé entre autres du cercle, de l'engagement, de l'amitié, des points de bascule dans une vie, de cheminement interne. Moi aussi j'ai trop chaud. Ouais. Tu veux que je tienne le micro? Ah ben voilà, du coup de parler du roman, ça m'a fait penser que je l'avais dans le sac et que ça servait à rien. Ah ben voilà, tout à l'heure on pourra descendre par là. On arrive à la voiture direct. Ben je reconnais là, a priori on est sur la bonne route. C'est bon. Et du coup Carpe Noctem, c'est vrai que c'est un livre d'action. Je voulais qu'il soit un peu plus dans l'action que Les Encerclés. Donc Les Encerclés, déjà sur la fin, il y a déjà plus d'action sur la fin. Et Carpe Noctem, je voulais garder un peu ça. Un livre où tout s'enchaîne, tu vois. Ouais. Parce que c'est un livre sur le passage à l'action, justement. Les Encerclés, c'est un livre sur le sentiment de révolte. Qui va te montrer comment quelqu'un qui au départ se satisfait de sa petite routine, ne se pose pas trop de questions, etc., va être amené à éprouver l'envie de se révolter. Il passe aussi à l'action, mais le déroulement est beaucoup plus dans cette émergence du sentiment de révolte. Et c'est pour ça que les personnages sont des adolescents. Carpe Noctem, on est déjà plus dans le passage à l'action. Tu vois, Célène, le personnage de Célène, elle est déjà un peu révoltée. Quand l'histoire commence, elle est déjà énervée par plein de trucs. Et il lui manque un déclencheur qui fait qu'elle va vraiment s'engager. Aussi, il est raconté au présent, ce roman. Et je tenais à ce qu'il soit raconté au présent parce que le présent, c'est le temps de l'action. Là, on est vraiment dans la minute présente, dans la seconde présente. Et on ne sait pas la personne qui raconte, t'es dans ses pensées en fait. On sait pas, elle ne sait pas ce qui va se passer la minute d'après. Pour moi, c'était pas très clair à quel point Célène avait vraiment eu le choix de rentrer dans l'action. Parce que, alors oui, au début, elle a fait le choix d'aider Phénix. Ouais. Mais après l'arrivée à la tanière, j'ai pas senti s'il y avait... C'était un peu une condition pour qu'elle reste avec eux, qu'elle participe ou pas. Ou s'ils auraient pu dire, tu te situes à la distance que tu choisis du cercle et nous on t'héberge parce que c'est nous qui t'avons foutu dans la merde. Et... En fait, j'ai l'impression qu'elle est un peu embarquée dans le truc. Elle se laisse un peu embarquer aussi parce que c'est un... En fait, elle fait des choix. Il y a quand même un choix. En fait, le premier choix qu'elle fait, comme tu dis, c'est quand elle choisit d'aider Phénix. En sachant que c'est un encerclé, que c'est interdit d'aider les encerclés, etc. Elle fait le choix quand même de l'aider. Et au moment où elle choisit d'ouvrir sa porte, c'est là qu'elle fait le choix peut-être le plus fort. Et c'est de là que va s'en suivre des conséquences qui vont l'amener petit à petit à être complètement dans le cercle. Parce que vu qu'elle l'a aidé, après elle a des problèmes. Comme ils ont sympathisé
et que dans le cercle ils ont le sens de l'engagement et de l'honneur un peu assez fort. Il lui dit en gros moi je te dois la vie, donc une vie pour une vie. Mais ça aurait pu s'arrêter là en fait à ce moment-là. Et ouais, elle aurait pu trouver d'autres solutions, mais c'est au moment où elle se fait arrêter qu'elle donne l'origami avec les contacts à Gaspard et elle se dit là, en fait oui, il va me falloir un coup de main peut-être. Parce qu'elle aurait pu se tourner vers d'autres personnes pour avoir le coup de main. Elle aurait pu aussi se tourner vers l'aide que lui propose la milice. Quand Stanislas vient et qu'il lui propose de la faire libérer et en échange elle va travailler un peu pour la milice et tout. Elle aurait eu en fait d'autres possibilités. Et en fait elle avait déjà un peu l'esprit qu'il fallait pour être dans le cercle. Il lui manquait que l'occasion en fait. Célène ne change pas, elle change pas vraiment dans sa façon de penser, elle change dans sa façon d'agir. Finalement, parce qu'elle va faire des trucs très graves quoi après. Bon, mais après, elle aurait pu encore changer de direction au moment où elle arrive à la tanière et où elle est sauvée. Elle aurait pu dire moi je continue à vivre avec vous, mais par contre je prends pas part aux actions violentes. Oui, c'est vrai, elle aurait pu dire juste merci pour le coup de main, maintenant la dette est rendue, vous m'avez aidé, je reste un peu à l'abri et puis je vais rentrer chez moi. Oui. Le problème c'est qu'en fait le cercle c'est toujours un peu cette espèce de logique de groupe. Une fois que tu y rentres, une fois que tu as un pied dedans, c'est compliqué d'en sortir. Elle est en fait c'est inclusif, elle se retrouve inclus dans ce groupe. D'un coup, tu vois, il y a un nous qu'il n'y a pas au début. Tu es avec nous maintenant, tu vois, sur les trucs, le genre de trucs que Phénix lui dit. Et là, quand tu te retrouves, du coup, le sentiment d'avoir une équipe, de trouver des amis, en fait, c'est une grande histoire d'amitié, quoi, Carpe Noctem. C'est surtout les amitiés qu'elle va lier qui vont lui donner envie de continuer. Parce que je me dis comment tu peux d'un coup te retrouver dans un groupe comme ça. Est-ce que tu pourrais arriver à dire merci pour le coup de main, allez ciao, bonne chance. Et tu sais, j'ai l'impression que tu as une envie de te dire en fait leur combat c'est un peu le mien. Ils ont pas tort dans ce qu'ils disent. Puis je suis bien avec eux. Ouais. Simplement, je me sens bien auprès d'eux, j'ai envie d'apprendre des choses. On a peut-être quelque chose à partager ensemble. Est-ce que ça correspond à un mode d'organisation anarchiste tel que les anarchistes le définiraient ou pas? Par exemple, je ne sais pas si dans la pensée anarchiste, il y a ce côté tu dois t'engager à un truc qui fait que tu peux être amené à peut-être faire des choses qui ne sont pas en adhésion totale avec ce que tu penses à ce moment-là, mais voilà, tu t'es engagé. C'est en fait un engagement à des principes que tu as choisi de défendre. Et ensuite, c'est un engagement envers des camarades avec qui tu partages aussi la vie. C'est pour ça aussi que je voulais que Célène rejoigne un groupe qui vit vraiment, qui vit dans un maquis. Parce que pas tous les encerclés vivent dans des maquis cachés de façon aussi extrême en fait. Puis il y a plein de gens aussi qui se sont pas encore fait attraper, qui continuent à vivre en ville, qui continuent à vivre chez eux normalement quoi. Ouais. Eux c'est vraiment un cas extrême où ils sont recherchés. Donc ça fait des sortes de petits groupes qui partagent pas que les idéaux, ils partagent aussi la vie de tous les jours, le quotidien donc les amitiés. Ouais. Je me rappelle plus c'était quoi C'était est-ce que les encerclés sont des anarchistes? Ah oui. Est-ce qu'il y a des choses qui différeraient un peu ou... Non, après en fait les anarchistes ils sont... c'est compliqué d'unifier le mouvement anarchiste. Ouais. Quoi. Mais oui, pour moi ils sont clairement anarchistes dans le sens en fait premier du terme, qui est de souhaiter une absence de commandement. Mais il y a un commandement quand même, non? Avec il s'appelle Guy, c'est ça, je suis tout à fait sûre, mais qui organise tout ce plan, le plan Anatole. Ouais. En fait ça c'est le petit paradoxe, c'est-à-dire il y a un moment où tu te dis en fait qui tient les rênes exactement. Est-ce qu'ils sont tous vraiment conscients de ce qu'ils font? Est-ce qu'il n'y a pas en fait des rouages un peu en dessous de ce qui est visible? Tu vois, il y a un moment où ils se disent
En fait, Célène, elle se dit le plan N, le fameux plan secret qui est censé faire faire tomber le gouvernement une bonne fois pour toutes, qui reste un peu mystérieux tout au long du livre. À un moment, elle se dit en fait, est-ce qu'il y a vraiment un encerclé qui sait, enfin là, auprès de ceux avec qui elle est qu'il y en a vraiment un qui sait exactement de quoi il s'agit, quoi, jusqu'au bout des ficelles. Et ça, c'est un peu le paradoxe, quoi. Ouais, donc finalement, ils sont quand même prêts à suivre aveuglément certaines directives ou... Ouais, après, je pense pas qu'ils suivent aveuglément. Je pense qu'ils font confiance. C'est pas, ils vont pas se mettre à obéir à des ordres. Par exemple, Anatole, s'il leur donne un ordre, ils vont pas obéir parce que c'est Anatole qui fait autorité. S'il leur donne un ordre et qu'ils l'exécutent, c'est parce ils approuvent la ligne de conduite qui est donnée. Ça, pour moi, c'est une nuance qui est importante dans le mouvement anarchiste, c'est-à-dire tu peux obéir à des ordres et être anarchiste. Il ne s'agit pas d'être tout le temps dans la rébellion, sinon en fait tu peux construire aucune organisation, parce que dès que quelqu'un va dire quelque chose, tu vas vouloir dire le contraire, par principe, tu vois, de contradiction. Et du coup, il y a un moment, si tu as adhéré à un plan commun, à une ligne de conduite commune, tu peux, oui, surtout dans une organisation guerrière, sous forme de guérilla, où dans des moments d'action, tu ne peux pas te permettre de délibérer pendant 3 heures, il faut agir vite, etc. Et donc dans ce cas-là, tu peux être amené à avoir une organisation un peu plus carrée, quoi, moins circulaire. Ouais. Mais là, c'est pas que dans le feu de l'action, c'est le plan N, il est quand même très flou, même sur le principe, pour Célène en tout cas, au début. Ouais, pour Célène, elle le suit alors qu'elle sait pas du tout quel genre de... Ouais, oui, elle suit, en fait elle apprend assez tard, ce que c'est le plan N, en plus. Elle comprend au fur et à mesure ce qui se trame. En fait, elle devient hyper radicale. Parce que tu pars du début où elle est dans son garage, elle est un peu énervée par plein de trucs, elle est dans la précarité, etc. Mais elle n'est pas passée à l'action, quoi, elle est encore à peu près en règle. Ouais. Jusqu'à un moment où elle va jusqu'à tuer des gens. En fait, il y a un phénomène d'appropriation de l'idéal des encerclés. Enfin, après, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, non, pour moi, ils sont vraiment anarchistes. Même s'il fallait un petit mystère comme ça de cette question de... Parce que toute organisation qui devient aussi grande, tu vois, qui se met à fonctionner à si grande échelle, toute organisation a sa part d'ombre, tu vois. Et donc il faut inclure ça, ne serait-ce que le doute. Peut-être qu'il n'y en a pas, mais ne serait-ce que le doute qu'il puisse y en avoir une. Mais sinon, pour moi, ils sont vraiment anarchistes dans leur fonctionnement et dans le fond et dans la forme, quoi. J'ai beaucoup étudié l'anarchisme en me posant la question des moyens de mise en place, tu vois, que ce soit d'un système anarchiste ou d'une révolution qui utiliserait l'anarchisme. Et plein de fois, je me suis dit, alors c'est peut-être la fin qu'on défend, mais est-ce que ça peut aussi être le moyen ? Est-ce qu'on peut instaurer un système anarchiste en utilisant uniquement des moyens anarchistes ? C'est-à-dire jamais aucun leader, pas d'obéissance aux ordres, enfin, à moins qu'on ait complètement adhéré à cet ordre et que dans ce cas-là, tu ne considères pas que c'est un ordre, en fait. Parce que c'est pas une contrainte qui vient de l'extérieur, c'est quelque chose que tu as approuvé. Et c'est presque plus une contrainte intérieure. Donc pas de leader, voilà, pas d'ordre, une capacité à agir individuellement totale, c'est-à-dire les initiatives, tu vois, la prise de liberté, le fait qu'à aucun moment le groupe puisse empêcher un individu d'agir comme bon lui semble, etc. Est-ce que tu peux faire tout ça et mener quand même une révolte à grande échelle, tu vois, mener contre des armées régulières? Ouais. Ça, j'ai pas trop la réponse, je me demande. En fait, je pense qu'en lisant le livre, j'imaginais ça plus escarpé et plus difficile d'accès. Enfin, après, je suis pas encore au bout, donc peut-être... Non, ça va. En plus, comme on a pris la route,
On a fait des grands lacets et tout. Donc, C'est moi qui ai décidé de prendre cette fille en otage. Je me sens responsable de ce qu'elle est en train d'endurer, et je ne veux pas me défiler maintenant. Je vais m'en vouloir pour beaucoup de choses, mais ça, m'en vouloir pour ça, pour m'être défilé à ce moment, je sais que je ne pourrai pas le supporter. Je dois assumer mes décisions et les assumer jusqu'au bout, jusqu'au pire bout. Je m'avance et attrape la fille derrière la nuque pour l'entraîner dans l'eau noire et glacée. Elle se débat et me hurle dessus. Des éclaboussures partent dans tous les sens. Ses ongles longs me griffent les mains. Je la force à avancer jusqu'à ce qu'on ait de l'eau au niveau des cuisses. je sais pas si je serais une encerclée, tu vois. Parce que les encerclés, finalement, leur inclusion a des limites. Eux, ils veulent faire le ménage. Et le problème, c'est comment on fait société avec les gens qui sont pas d'accord avec nous. Et eux, ils s'opposent à la domination, mais du coup, dans la domination, il y a plein de gens. C'est des individus qui sont derrière. Ouais. Et eux, en gros, ils sont en train d'assassiner ces gens-là. Et ils se disent, là, il n'y a pas moyen en fait, de discuter avec eux, donc il faut le prendre, il faut renverser le truc par la force. Et le problème, c'est après comment tu vas rebâtir en fait, une société anarchiste, donc plutôt quelque chose d'utopique, quoi, pour moi. Mais qu'est-ce que tu fais de ces gens qui n'étaient pas d'accord avec toi et que tu as assassiné donc pour moi, là, le cercle il a ses limites un peu là-dedans, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans une inclusion totale. Moi, je rêve plutôt d'un système complètement inclusif où tu considères que tu peux t'entendre avec chaque individu si tu t'assois et que tu discutes avec lui. Mais les encerclés, du coup, ils sont assez dogmatiques, tu vois. Ils sont en fait tout anarchistes qu'ils soient. Ils sont ils sont tellement radicaux et tellement aussi au bord du désespoir, se dire bon là, en fait, il n'y a plus d'autres moyens de faire changer les choses. On a tout essayé. On ne peut pas discuter avec ces gens-là. Donc on va prendre par la force et puis on verra après, quoi. Mais du coup, donc tout anarchiste qu'ils soient, ils sont pas si inclusifs, quoi. Il y a un moment, c'est un peu le personnage de Claudine qui vient c'est ce personnage qui vient un peu faire avoir ce discours-là avec eux, leur dire mais en fait ouais, vous voulez discuter, on peut pas discuter en fait avec vous. Elle leur dit vous êtes des fascistes, en fait, ouais. Vous avez des principes anarchistes, mais dans les faits vous êtes fascistes parce que vous massacrez ceux qui sont pas d'accord. Ne serait-ce que parce qu'ils sont pas d'accord sur les moyens, tu vois. Donc bon, moi j'avoue, déjà je suis pas forcément violente dans les méthodes d'action. Et du coup ça c'est vraiment le gros point noir, quoi, du cercle pour moi il divise en fait les gens finalement. Enfin si tu te rallies pas à la rébellion, t'es un peu t'es contre eux, quoi. Ouais. T'es contre soit eux. Vous êtes avec nous, soit vous êtes avec les terroristes, comme disait l'autre. Ouais, c'est ça. Et là, voilà. Mais là, c'est du coup les terroristes qui disent l'inverse, quoi. En même temps, moi, en fait, même en pensant ça, je les aime beaucoup, quoi, tous ces personnages. Et je trouve qu'en fait, il y a une espèce de noblesse à se battre pour défendre des choses qu'on estime justes. Et ils se disent, bah oui, il faut casser des œufs, quoi, pour faire l'omelette. Oui, il faut faire quelques concessions. Il faut, oui, on va faire du mal à des gens, etc. Mais du coup, en parlant de noblesse, ça me rappelle, moi, peut-être un point noir pour moi, c'est justement un certain élitisme. Peut-être on a un peu l'impression qu'ils considèrent que les autres, enfin ceux qui vivent dans le système et tout ça, que leur vie, telle qu'ils la vivent, ne vaut pas la peine d'être vécue. Et donc, on peut y mettre le chaos pour que quelque chose de meilleur en émerge. Mais en fait, ils connaissent pas l'intériorité de ces gens-là. Si ça se trouve, il y en a qui vivent très bien dans ce système et qui sont heureux. Ouais. C'est pour ça que ça rejoint un peu le côté de manquer d'inclusion, de dire raconte-nous toi pourquoi tu te révoltes pas en fait. Ouais.
Là, nous, on a plutôt à faire des personnages. En fait, moi, ça m'intéressait. Après, tu peux pas travailler avec tout le monde, mais là, moi, ça m'intéressait de travailler avec des personnages qui disent ma vie, la vie est dure, ma vie n'a pas trop de sens. Et qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas de sens et comment est-ce que je peux me révolter contre ça, quoi. Et parce que en fait, j'ai trouvé qu'il y a énormément de gens qui sont dans ce schéma-là, alors à degré plus ou moins fort. Ouais. Mais à un moment dans leur vie, ils se disent en fait, pourquoi je fais tout ça, quoi. Tu sais, ne serait-ce que l'absurdité de faire un crédit pour payer ta voiture, pour aller travailler, pour rembourser le crédit, pour payer ta voiture. Il y a des moments où tu te dis en fait, pourquoi je fais ça, enfin, est-ce que je suis obligée de faire tout ça? Pourquoi je fais ça? Et puis si tu décides finalement de ne pas le faire, tu vas te dire, bah merde, en fait je tombe complètement en marge de la société parce qu'on a besoin d'argent, j'ai besoin d'argent pour manger, etc. Et tu commences à te dire, ça tourne peut-être pas rond en fait. Voilà, donc tu pars de là, tu pars d'un truc où tu te dis, c'est un peu absurde. Et après tu remontes de plus en plus loin dans ce qui fait tenir le système. Et au bout d'un moment, les encerclés se disent, bon là, faut tout remettre à plat, quoi. Ouais. Et c'est vrai que dans le livre, on voit pas énormément... Enfin, parce que du coup, le monde totalitaire que tu décris, il ressemble un peu au nôtre, avec le couvre-feu et tout. Je sais pas si tu l'as écrit avant. Non, tu l'as écit avant. Oui. Avant. Avant les gilets jaunes et tout. Et bon, on voit que dès que tu as affaire à la police, c'est assez mal barré pour toi. Ouais. Mais à part ça, ou même avec ça, en fait, c'est le monde dans lequel on vit maintenant. Oui. D'ailleurs, c'est pas un monde totalitaire, quoi. C'est vraiment une démocratie, en fait. À aucun moment, le système est décrit comme totalitaire. Enfin, il n'y a jamais le terme totalitaire qui est employé. On parle de démocratie, en fait, parce que le gouvernement a été élu. Mais un peu comme ce qu'on a maintenant, tu vois, où si t'es pas d'accord et que tu veux manifester, tu te fais matraquer dans la rue, tu vois. Et on supprime un peu les moyens d'expression des gens au fur et à mesure. Du coup, le désespoir des encerclés m'a apparu à moi qui vis dans ce monde-là un peu disproportionné par rapport à ce que moi je pourrais ressentir. Ouais. Enfin, ça donne pas l'impression qu'ils ont déjà tout essayé, quoi. Oui, parce que... Mais en fait, eux, ils ont pas tout essayé. En plus, ils sont super jeunes, tu vois, ils ont 20 ans... Mais il y a cette espèce de... On n'en parle pas beaucoup, c'est juste évoqué, mais il y a cette espèce de contexte passé. Tu sais, la période des grandes émeutes, ce qu'on appelle les grandes émeutes. En fait, ça a lieu il y a 20 ans. Et il y a eu en fait un mouvement de soulèvement populaire. Des gens qui en ont eu marre, qui ont voulu faire changer les choses. Et qui ne sont pas allés aussi loin que le cercle, tu vois, au niveau de l'engagement, justement, de la violence, etc. Ils se sont arrêtés. Parce qu'ils ont eu peur et ils n'ont pas réussi en fait à avoir l'adhésion de toute la population. Tu vois, parce que tu peux pas en fait avoir 100% de la population qui adhère à un truc. Donc ils n'ont pas réussi à avoir l'adhésion, ils se sont repliés. Ils ont eu peur du changement, tu vois, comment on fait passer le changement. Et il y a cette espèce de sentiment de dire en fait, on n'arrive pas à faire changer les choses, donc il va falloir aller plus loin. Et ils ont conscience de ce qui s'est passé il y a 20 ans. C'est un peu, tu vois, moi les gilets jaunes par exemple, la période où il y a eu l'émergence de ce mouvement, alors c'était drôle parce que c'était genre 6 mois après les Carpe Noctem, après qu'il est sorti. Et je me suis dit, c'est les grandes émeutes. On est dans cette... J'imaginais les grandes émeutes comme un truc un peu comme ça, qui s'essouffle. Tu sais pas pourquoi, finalement, je sais pas, un truc en entraîne un autre. Les gens sont fatigués d'aller dans la rue. Ça aboutit à pas grand chose, on te promet des grands débats, etc. Mais en fait, ça calme un peu sur le moment. Et puis, il n'y a rien qui suit derrière, quoi. Et puis, tu sais, il y a une espèce de... le soufflet retombe. Les gens reviennent dans leur quotidien. T'es pris dans ton truc, faut travailler, Et puis, tu remets la révolution à demain, quoi. Et j'imaginais les grandes émeutes, en fait, comme un truc un peu comme ça. Avec beaucoup plus grande échelle que ce qui s'est passé pendant les Gilets jaunes, tu vois, un truc avec encore plus grand, mais qui suit un peu la même dynamique, tu vois, et qui s'essouffle. Et je me dis, s'il y en a un deuxième après qui arrive derrière, un deuxième mouvement d'insurrection, les gens ils vont se dire, maintenant, on va pas faire comme il y a 20 ans, c'est pas pour retourner chez nous dans un mois. Là, si on lance un truc, on le fait jusqu'au bout.
Tu vois, donc c'est comme si trop de... Enfin, à force d'être arrêté dans ton élan de résistance, il ne pouvait en émerger que quelque chose d'hyper violent, beaucoup plus radical, qui va beaucoup plus loin, quoi. C'est en fait, je pense, l'expression la plus haute de la radicalité, quoi. Ouais, radical. Ils sont plein de trucs, mais ça, un truc qu'on peut leur attribuer avec certitude, c'est qu'ils sont radicaux. Ouais. Il y a aussi quelque chose autour de la force, je pense au passage de torture, entre autres, Ouais. ils sont très durs, quoi. Et j'ai l'impression qu'à ce moment-là, on est dans des valeurs, ça sonne péjoratif, mais un peu viriliste. Il faut tenir, il faut... Ouais, un peu guerrier, des valeurs guerrières, guerrière, quoi. ouais. Ouais. Oui, parce qu'ils font la guerre, quoi, en fait. Ils sont vraiment... Enfin, c'est pas une guerre civile, encore, mais on n'est pas loin. Mais c'est une guérilla. Et guérilla, qui dit guérilla, dit guerre, quand même, quoi, tu vois. Ils sont certains de là où ils veulent aller, tu vois. Ouais. Ils se sont fixés leur ligne de conduite, leur objectif, leur rêve, et ils tiennent. Et ils sont pas non plus dans la compréhension de la faiblesse aussi. Parce que je sais plus à quel moment, mais je crois que Célène, à un moment, laisse penser qu'elle pourrait mépriser quelqu'un s'il craquait ou le reprocher. Ah oui, elle le reproche quand Anatole fait sa ruse. Oui. Elle lui reproche et elle pense que c'est un... Ouais, que c'est un traître, quoi. Pour elle, elle le voit comme un traître. Ouais, et elle pardonne pas sur le moment la faiblesse d'avoir pas su résister à voir ses amis torturés. Oui. En plus, il fait ça pour lui sauver la vie, tu vois. Elle n'est même pas de reconnaissance. Ils sont vraiment dans l'esprit de je préfère mourir. Il y a vraiment ce côté absolu, quoi. Ouais, avec la radicalité, c'est ça, c'est l'absolu. Ils se disent je préfère mourir plutôt que compromettre la révolution. Et il y a un peu cette question aussi, voilà, par rapport aux amis, par exemple, est-ce que s'il faut choisir entre leurs amis, sauver la vie de leurs amis ou faire aboutir leur projet, si à un moment ce dilemme va se présenter, on ne sait pas trop ce qu'ils vont choisir, quoi. Ouais. Parce que pour eux, le cercle tient sur l'amitié. Si tu lâches l'amitié, t'as plus de raison de faire ce que tu fais, de te battre. Mais d'un côté, est-ce qu'ils peuvent renoncer à leur projet? Je sais pas. Ça, c'est un dilemme. Après, ils vont pas tous répondre parce qu'ils n'ont pas tous le même tempérament. Et il y a un autre truc, oui, que je veux dire tout à l'heure en parlant quand tu parlais des gens ordinaires, en gros. Oui. Justement, j'ai travaillé un peu là-dessus, sur mon 3e livre. En fait, c'est pas vraiment la suite parce que ça se passe à peu près en même temps que Carpe Noctem. Ouais. Mais ça va dépasser un peu, on va voir ce qui se passe après, comment ça tourne. Et par contre, c'est vu du point de vue des miliciens. Et donc on va revoir tous les événements. Enfin, tous les événements. On va recréer cet univers, toute cette histoire, mais vu par des gens qui sont contre la révolution. Ouais. Qui s'opposent au cercle et à tel point qu'ils se sont engagés pour se battre contre le cercle. Donc voilà, ça c'est un peu le propos du 3e livre. Pour le coup, Carpe Noctem il est très révolté, et les encerclés aussi, mais le 3e livre il est plus révolutionnaire. Il va vraiment de l'autre côté, il renverse tout, il remet tout à plat. Il nous pousse à justement aller voir ce que pensent les gens qui sont pas d'accord, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête. Et on va voir des personnages pour la première fois, parce que les encerclés sont très réguliers, tu vois, dans leur tempérament. Du début à la fin, ils restent fidèles à eux-mêmes, ils changent pas. Et là, à l'inverse, on va voir des personnages qui changent la vie, qui changent leur vision des choses. Tu vois, Stanislas, c'est le seul personnage de Carpe Noctem qui change quand même totalement sa façon de faire. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un comme ça et là, on travaille sur la révolution intérieure. Sur qu'est-ce qui fait que ta vie prend un virage, qu'est-ce qui fait que tout bascule, que tu changes, voilà, comment s'opère le changement de l'intérieur. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus en fait. Il est hyper important pour compléter cette trilogie et pas rester uniquement dans de la dualité. Et une dualité qui est vue que du point de vue des rebelles et pas du point de vue des gens qui ne sont pas rebelles.
Et justement, toute cette question de pourquoi les gens ne se révoltent pas, qu'est-ce qui fait que ça tient, qu'est-ce qui fait que tu vas pas dans le cercle, justement. En fait, c'est assez évident de se révolter quand tu es dans la misère, quand ce système te met à plat, que tu te sens humilié, que tu n'arrives pas à t'en sortir. C'est assez, finalement, soit tu es conscient de vivre complètement soumis, soit tu entres en révolte. Et par contre, quand le système t'a toujours souri, qui t'a tout donné, qui t'a rendu heureux, etc., là, c'est beaucoup plus compliqué de se révolter. Et là, le 3e livre, on va fonctionner avec des gens qui sont exactement dans ce cas-là, quoi, qui se disent ils font partie un peu de l'élite de la société, ils sont bien, ils ont leur travail, etc. Et ils n'ont aucune raison de se révolter. Aucune. Mais ils vont changer un peu leur façon de voir les choses. Voilà, tout au long du livre. Parce qu'il va leur arriver plein de trucs. Voilà. Mais je me demande à quelle vitesse ça peut arriver Est-ce que tout de suite tu dégringoles de ton statut qui était très bien intégré dans la société, ou est-ce que quand même ça met un peu de temps et tu peux voir venir? Ouais, c'est vrai qu'il peut y avoir les deux cas de figure, quoi. Je pense qu'il y a des moments, et t'entends même des gens dire qu'ils étaient au top, et puis ça va très vite. Tu te retrouves sur la paille, par exemple, en 2 secondes. Oui. Un problème personnel, une séparation, j'en sais rien, un problème financier de l'entreprise, un problème de santé. Tout ça qui arrive à peu près en même temps, ta vie change du tout au tout, et ça peut te faire vriller. Et après, il y a des changements beaucoup plus lents, quoi, beaucoup plus en profondeur, sur des petits trucs. Tu sais, les gens qui font des crises, moi ça me fascine, la crise de la quarantaine, de la cinquantaine. Ah ouais. Les gens qui se sont jamais posé de questions, tout va bien. Et puis à un moment de leur vie, c'est souvent à la moitié de leur vie, quoi, genre quand t'as 40-50 ans, ils se disent putain, mais en fait, je fais pas du tout ce que j'aurais voulu faire. Est-ce que j'ai fait des choix? Comment j'ai atterri dans cette entreprise? Est-ce que je l'ai vraiment voulu? Ou est-ce que j'ai juste fait un peu ce qu'on m'avait conseillé de faire? J'ai atterri par là, je sais pas trop pourquoi. Je fais un travail, est-ce qu'il a du sens, mon travail? Est-ce que j'y trouve du sens? Est-ce que je contribue à rendre le monde meilleur? Non. Mais merde, en fait... c'est pas forcément le but il peut y avoir peut-être des gens qui trouvent du sens à leur vie sans que ça rende le monde meilleur. Juste, considérer que c'est pas leur rôle Ouais, que leur rôle, ça va être, par exemple, de rendre leur famille heureuse. Mais même ça peut être remis en question à un moment, quoi, dans ta vie. En fait, tout peut être remis en question. Tu peux, même quelqu'un qui a vécu très libre, tu vois, et puis d'un coup, peut-être qu'il va se dire, en fait, j'ai vécu très libre, mais est-ce que je me suis occupée des gens que j'aime? Est-ce que j'en ai pas fait qu'à ma tête? Est-ce que la liberté, ça implique d'être égoïste? Etc. Alors en fait, j'interromps 2 secondes la discussion, mais parce que, en fait, depuis tout à l'heure, t'as vu, il y a des petits chemins. Ouais, et on les prend pas. On les prend pas parce que comme ça, on marche à côté et tout. Ouais, mais on irait plus vite si on les prenait, c'est ça? Oui, plus vite, oui et non. Mais c'était pour te dire que dans le livre, on accède à la tanière évidemment par les petits chemins qui sont comme ça. D'accord. Et la route principale est bloquée. Et tu prends les petits chemins dérobés, qui sont pas balisés ni rien. Là, c'est des vrais sentiers, mais il faut imaginer des sentiers secrets. Salut Johanna. Faut que je t'avoue un truc. Quand j'ai lu Carpe Noctem pour la première fois, j'ai pas aimé les personnages du cercle. Et je me rends compte que ça s'entend un peu dans les questions que je te posais. Je crois que j'essayais vachement de te faire les condamner dans ce que tu disais pour me rassurer. Enfin, j'orientais les questions comme ça, quoi. Parce qu'en fait, ils me faisaient peur, parce que leurs paroles et leurs actes, ils font l'éloge du danger tout le temps. Alors que la vie que je désire pour moi, c'est plutôt une vie très tranquille, a priori. J'ai pas du tout envie de vivre dans un livre d'action. Et eux, ils viennent déranger ça, à montrer une manière de jamais hésiter à remettre en jeu tout ce qui leur est cher. Et j'ai l'impression de devoir me défendre contre eux. Contre l'admiration que je peux avoir pour eux aussi, parce que ça m'attire, leur engagement, le groupe, l'amitié, tout ça.
Et je me dis que si je les rencontrais enfin si je rencontrais des gens comme ça dans la vraie vie, ben je serais horrifiée et en même temps ben, j'aurais envie qu'ils m'aiment bien. Et du coup je pourrais être amenée à faire des choses que je regretterais. Et toi tu m'as donné une forme de réponse à ça au moment où tu disais que malgré leur intolérance, leur violence, que tu as quand même de la tendresse pour eux. Et bah ça, c'est libérateur parce que finalement, je me rends compte que j'ai pas besoin de choisir, qu'on peut à la fois ressentir de l'admiration ou de la sympathie pour eux, sans pour autant épouser complètement leur idéologie ou leur mode d'action. Et voilà, après, ça me paraît un peu évident quand je le dis maintenant, mais il m'a quand même fallu toute cette conversation et ce cheminement avec toi pour en être convaincue. Voilà, bah merci. Et bah, j'ai hâte qu'on discute du troisième livre. À bientôt!